Ce soir-là, la pluie menaçait de tomber sur Abidjan. Le ciel était lourd, gris, comme s'il portait lui aussi un chagrin trop grand pour lui. Les rues du plateau étaient encore animées, les voitures klaxonnaient, les marchandes criaient leurs dernières oranges, et la ville respirait comme elle le fait toujours, bruyante, vivante, indifférente à la douleur des gens qui la traversent. Kofi était assis à l'arrière de son grand véhicule tout-terrain noir, vitres teintées, climatisation à fond. Il revenait de Lagos où il avait passé 3 semaines à boucler le contrat le plus important de sa carrière. Il avait la cravate desserrée, les yeux fermés, il pensait à son lit, à un bon repas chaud, à la paix de sa maison. Il était épuisé mais heureux. Le genre de bonheur calme qu'on ressent quand on sait qu'on a bien travaillé. Son chauffeur Adjoua tourna dans la rue principale de Cocody, là où se trouvait la grande villa de Kofi, derrière son portail en fer forgé, entouré de bougainvilliers roses. C'est à ce moment-là que Kofi ouvrit les yeux. Il vit d'abord une silhouette assise sur le bord du trottoir. Une vieille femme. Elle avait un pagne usé noué à la taille, les pieds nus sur le bitume encore chaud de la journée. Elle tendait une main vers les passants qui ne s'arrêtaient pas. Certains la regardaient avec pitié. D'autres ne la regardaient même pas. Kofi fronça les sourcils. Son cœur fit quelque chose d'étrange, comme un raté, comme si une main invisible venait de le serrer très fort. Il dit à voix basse, « Adjoua, arrête !» Le chauffeur freina. Kofi descendit avant même que la voiture soit complètement immobilisée. Il avança sur le trottoir et quand la lumière du lampadaire éclaira ce visage ridé, ses yeux fatigués, ses mains sèches et abîmées, Kofi sentit quelque chose se briser en lui. C'était sa mère. Mama Akosua. Celle qui avait vendu ses pagnes pour lui payer ses premiers cahiers d'école. Celle qui s'était levée chaque matin avant le soleil pendant des années pour que lui, son fils unique, puisse un jour devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Sa mère était assise sur le trottoir devant sa propre maison, à mendier. Kofi s'accroupit devant elle. Sa gorge était serrée. Mama Akosua leva les yeux et quand elle reconnut son fils, ses lèvres tremblèrent. Des larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle fasse aucun bruit. Elle ne cria pas. Elle ne se plaignit pas. Elle pleurait silencieusement comme quelqu'un qui a attendu trop longtemps et qui n'a plus la force d'espérer à voix haute. Kofi la prit dans ses bras, là, sur ce trottoir, devant les passants, devant toute la ville d'Abidjan. Il la serra fort et il murmura, « Maman, maman je suis là. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin parce que cette histoire va te toucher au fond du cœur. Il y a un retournement à la fin que personne ne voit venir, je te garantis que tu ne vas pas regretter d'être resté. Avant que je continue, dis-moi dans les commentaires d'où tu me regardes en ce moment. De la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, de France, du Canada, écris le nom de ta ville ou de ton pays, ça me fait vraiment plaisir de savoir qui me regarde. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, appuie sur le bouton rouge là maintenant, abonne-toi et active la cloche. Et si cette histoire te touche, un pouce en l'air, c'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer. Maintenant retournons au début, pour que tu comprennes tout ce qui a mené à ce moment terrible sur ce trottoir. Kofi Mensah était né à Anyama, une commune au nord d'Abidjan, dans une maison en terre battue avec un toit en tôle qui chantait quand la pluie tombait fort. Son père était parti quand il avait 5 ans. Pas mort, juste parti. Un matin il n'était plus là et personne n'en parla vraiment. Sa mère Akosua avait pris sa douleur, l'avait rangée quelque part tout au fond d'elle-même, et avait retroussé ses manches. Elle était petite, Akosua, mais elle avait la force de 10 femmes. Chaque matin elle se levait à 4 heures du matin pour préparer son attiéké, elle remplissait ses bassines, chargeait sa tête et marchait jusqu'au bord de la route nationale. Elle rentrait le soir avec de l'argent compté et recompté, elle donnait à manger à son fils avant de manger elle-même. Souvent elle mangeait ce qui restait. Parfois il ne restait pas grand-chose. Et elle disait juste qu'elle n'avait pas faim. Kofi avait grandi en voyant tout ça. Il avait grandi avec une seule promesse dans le cœur, rendre à sa mère tout ce qu'elle lui avait donné. Il étudia avec une rage tranquille, fut toujours parmi les premiers de sa classe, obtint son baccalauréat avec mention, puis une bourse pour l'université Félix Houphouët-Boigny. À 32 ans il dirigeait sa propre entreprise d'import-export qui faisait des affaires entre Abidjan, Lagos et Accra. Quand l'argent commença à entrer vraiment, Kofi fit la première chose qu'il avait toujours voulu faire. Il construisit une belle maison à Cocody pour sa mère. Une vraie maison avec des carreaux brillants, une grande cuisine, un jardin avec des fleurs, une chambre avec une salle de bain rien que pour elle. Il alla la chercher lui-même à Anyama et quand elle vit la maison elle pleura de joie. Kofi était heureux. Sa mère était heureuse. C'était tout ce qu'il voulait. C'est 2 ans après que tout commença à changer. Il rencontra Emily.
Émilie Coissy était belle, d'une beauté qui arrêtait les gens dans la rue. Grande, fine, les traits précis, elle avait fait ses études à Paris, elle parlait bien, elle s'habillait bien, elle savait tenir une conversation dans n'importe quelle situation. Kofi en tomba amoureux rapidement, comme on tombe dans un puits, vite et sans voir venir le fond. Mama Akosua, elle, vit dès le premier soir ce que Kofi ne voulait pas voir. La première fois qu'Émilie vint dîner à la maison, elle regarda la cuisine qu'Akosua avait préparée avec amour et dit que c'était délicieux un peu trop vite, comme une politesse automatique. Elle regarda la maison avec les yeux de quelqu'un qui évalue ce qu'il pourrait posséder un jour. Et elle regarda Akosua elle-même avec quelque chose de froid, comme si cette vieille femme était un meuble encombrant qu'elle n'avait pas choisi. Akosua dit à son fils ce soir-là, « Mon fils, fais attention. » Kofi sourit et répondit, « Maman, tu es trop méfiante, c'est une bonne femme. » Akosua n'insista pas. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Le mariage eut lieu 8 mois plus tard. Une grande cérémonie à l'hôtel Sofitel, 300 invités, robes de luxe, feux d'artifice sur le bord de la lagune. Tout Abidjan parla du mariage de Kofi et Émilie pendant des semaines. Mais dès les premiers mois, Émilie commença sa campagne. Pas en criant. Pas en faisant de scènes. Non. Émilie était bien plus dangereuse que ça. Elle travaillait dans le silence, dans les petites phrases doucereuses glissées à Kofi le soir quand il était fatigué. Ta mère serait peut-être plus heureuse à Anyama avec ses amis d'enfance. Ta mère ne se sent pas à l'aise ici, le niveau de vie est trop différent pour elle. J'essaie vraiment d'être une bonne belle-fille mais ta mère me regarde comme si je lui avais fait quelque chose. Et Kofi, fatigué par ses voyages, amoureux de sa femme, commença sans s'en rendre compte à voir sa mère avec des yeux légèrement différents. Mais la scène qui changea tout se passa un mardi après-midi, quand Kofi était au bureau. Émilie rentra plus tôt que prévu de son travail. Elle entra dans la cuisine et trouva Mama Akosua en train de faire à manger pour les 2 employés de maison, comme elle le faisait parfois par gentillesse. La cuisinière et le gardien étaient assis à la table de la petite cuisine. Ils mangeaient et ils riaient avec Akosua qui leur racontait une histoire du quartier d'Anyama. Émilie s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Elle regarda la scène. Et quelque chose en elle se contracta, pas de la jalousie ordinaire, mais la rage de quelqu'un qui réalise qu'elle n'a pas le contrôle qu'elle croyait avoir dans cette maison. Elle dit d'une voix sèche, « Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ma cuisine. Les employés mangent dehors, pas à ma table. » Akosua se leva lentement. Elle regarda Émilie dans les yeux et dit calmement, « Ces gens travaillent dur. Ils méritent de manger correctement. » Émilie s'avança d'un pas. Elle dit, « Mama, je vous respecte. Mais ici c'est chez moi. Pas chez vous. Chez moi. Et dans ma maison, c'est moi qui décide. » Il y eut un silence pesant. Les 2 employés baissèrent les yeux vers leurs assiettes, mal à l'aise. Akosua dit simplement, « D'accord. » Et elle sortit de la cuisine. Ce soir-là elle ne dîna pas avec eux. Elle mangea seule dans sa chambre. Et pour la première fois depuis qu'elle était dans cette maison, elle ferma sa porte à clé. Kofi remarqua quelque chose de différent mais quand il demanda à Émilie si tout allait bien, elle sourit et dit que oui, tout allait très bien. Les semaines qui suivirent, Émilie fit quelque chose d'encore plus cruel. Elle commença à donner des instructions aux employés de maison pour qu'ils servent Akosua en dernier. Elle fit déplacer le fauteuil préféré d'Akosua du salon vers le couloir, sous prétexte de redécorer. Elle invita ses amis régulièrement le soir et s'arrangeait pour que les conversations soient en français très soutenu, un français rapide et parisien qu'Akosua ne suivait pas, et quand la vieille femme essayait de participer, Émilie répondait avec un sourire poli et changeait de sujet. Elle rendait Akosua invisible. Méthodiquement. Proprement. Et puis Kofi annonça son voyage à Lagos. 3 semaines, peut-être 4. Un gros contrat. Le plus important de sa carrière. Émilie attendit qu'il soit dans l'avion. Le lendemain matin, elle convoqua Akosua dans le salon. Elle était habillée de façon impeccable, comme pour une réunion importante. Akosua vint en pagne de maison, les pieds dans ses sandales, sans méfiance. Émilie lui parla d'une voix froide et nette, sans élever le ton. Elle dit, « Mama, j'ai beaucoup réfléchi. Cette maison c'est ma maison. Kofi est mon mari. Et ta présence ici crée des tensions que je ne veux plus supporter. J'ai besoin que tu partes aujourd'hui. » Akosua la regarda et dit, « Est-ce que mon fils est au courant ?» Émilie répondit sans hésiter, « Kofi est d'accord avec moi. Nous en avons parlé avant qu'il parte. » C'était un mensonge. Un mensonge total, calculé, prononcé sans honte et sans trembler. Akosua était une femme de dignité. Elle ne pleura pas devant Émilie. Elle ne supplia pas.
Elle se leva, alla dans sa chambre, prit quelques affaires dans un sac plastique, ses 2 pagnes préférées, sa petite photo de Kofi enfant, son chapelet, et elle sortit de la maison. Émilie la regarda partir depuis la fenêtre du salon. Elle ferma les rideaux. Akosua n'avait pas d'argent sur elle. Son téléphone était déchargé. Elle essaya d'aller chez une voisine, mais Émilie avait déjà parlé au gardien de la résidence pour qu'on ne la laisse plus entrer. Elle erra dans les rues de Cocody, une vieille femme avec un sac plastique, perdue dans une ville qui était devenue trop grande pour elle. Elle finit par s'asseoir sur le trottoir devant le portail de cette maison qui avait été la sienne. Elle s'assit et elle attendit. Elle ne savait pas quoi attendre exactement. Peut-être que quelqu'un la verrait. Peut-être que Dieu la verrait. Les jours passèrent. Les passants lui donnaient parfois des pièces en la prenant pour une mendiante ordinaire. Elle prenait ce qu'on lui donnait pour acheter du pain ou de l'eau. Elle dormait sur ce trottoir la nuit, le sac contre sa poitrine, les yeux ouverts dans le noir, pensant à son fils. Il y eut une nuit de grosse pluie. La pluie d'Abidjan qui tombe fort, vite, sans prévenir. Akosua se réfugia sous l'avant-toit d'une boutique fermée en face. Le gardien de nuit de la boutique la vit, un vieux monsieur avec une lampe torche, et il lui apporta un bout de tissu pour se couvrir sans rien demander. Elle le remercia en dioula. Il répondit en dioula lui aussi. Ils parlèrent 5 minutes et puis il repartit à son poste. Ce gardien de nuit qu'elle ne connaissait pas fut plus généreux cette nuit-là que la femme qui dormait dans son lit à quelques mètres de là. Akosua pensa à son fils chaque nuit. Elle ne lui en voulait pas. Elle savait ce que c'était que d'aimer quelqu'un qui vous cache ses problèmes pour ne pas vous inquiéter. Elle avait fait pareil toute sa vie. Elle attendait juste qu'il revienne. Elle savait qu'il allait revenir. Mama Akosua avait une foi tranquille qui ne tremblait pas, même sur un trottoir mouillé, même avec les pieds qui brûlaient. Émilie, de son côté, vivait dans la maison comme si de rien n'était. Elle répondait aux messages de Kofi avec des photos souriantes et des mots doux. Quand il demandait des nouvelles de sa mère, elle répondait « Elle va très bien, elle se repose, elle regarde ses feuilletons ». Elle pensait avoir le temps. Elle pensait que Kofi ne rentrerait pas avant 2 semaines encore. Elle n'avait pas prévu qu'il rentrerait par surprise. Et voilà qu'on revient au début de cette histoire. Au trottoir. Au lampadaire. À cette vieille femme avec les pieds nus et la main tendue. À ce fils qui descendit de son grand véhicule noir et qui s'accroupit dans la poussière pour serrer sa mère dans ses bras. Quand Kofi releva la tête, ses yeux étaient rouges mais sa voix était ferme. Il demanda à voix basse, « Maman, depuis combien de jours tu es là ?» Akosua répondit, « Depuis que tu es parti mon fils. 3 semaines. » Sa mère avait dormi sur ce trottoir pendant 3 semaines. Quelque chose mourut dans le cœur de Kofi à cet instant. Quelque chose qu'Émilie avait tué pour toujours. Il aida sa mère à se lever. Il la porta presque jusqu'à la voiture. Il dit à Adjoa, « Emmène-nous à la clinique d'abord. » Le médecin dit qu'Akosua était déshydraté, épuisé, avec une infection au pied à cause du bitume chaud. Il regarda Kofi avec une expression particulière, sans poser de questions, mais ses yeux en disaient beaucoup. Kofi signa tous les papiers, paya tout, sans regarder les montants. L'infirmière qui soigna les pieds d'Akosua pleurait en silence pendant qu'elle posait les bandages. Elle ne disait rien, elle pleurait juste doucement, et Akosua lui dit, « Ma fille ne pleure pas, mon fils est revenu. » L'infirmière hocha la tête sans pouvoir répondre. Kofi resta assis dans la salle d'attente. Il ne pleura pas. Il était dans cet endroit intérieur silencieux où on va quand la douleur est trop grande pour être exprimée autrement que par le calme. Son téléphone vibra. C'était Émilie. « Tu es rentrée chérie ? Je t'attendais, où tu es ?» Kofi posa son téléphone sur ses genoux et ne répondit pas. Il installa sa mère dans une chambre d'hôtel avec la vue sur la lagune. Il commanda de la nourriture chaude, il s'assit à côté d'elle et la laissa manger en silence. Quand elle eut fini, quand elle se fut allongée contre les coussins propres et doux, elle prit sa main et dit simplement « Merci mon fils ». 2 mots seulement. Mais dans ces 2 mots il y avait 20 ans de sacrifice. Kofi rentra à la maison vers 22 heures. Émilie était dans le salon en peignoir rose, l'air de quelqu'un qui n'a pas peur parce qu'il ne s'est pas encore rendu compte de ce qui arrive. Elle se leva les bras ouverts. Kofi resta debout à l'entrée du salon. Il la regarda d'une façon qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Pas de la colère. Quelque chose de pire que la colère. De la lucidité totale. Il dit, « Où est ma mère Émilie ?» Émilie cligna des yeux. Elle dit, « Ta mère ? Elle est dans sa chambre. Pourquoi ?» Kofi dit, « Je l'ai trouvée sur le trottoir. Elle dormait dehors depuis que je suis partie. » Le silence qui suivit fut total.
Émilie ouvrit la bouche, la referma. Puis elle essaya de pleurer. Elle dit que c'était difficile de vivre avec une belle-mère, que personne ne comprenait ce qu'elle traversait. Kofi la regarda pleurer. Et il réalisa que ses larmes ne le touchaient plus du tout. Il réalisa que pendant tout ce temps il avait aimé une image, une construction soigneuse. Il ne savait pas qui était vraiment cette femme devant lui. Et il ne voulait plus le savoir. Il dit calmement, « Appelle ton avocat demain matin. Le mien l'appellera aussi. » Émilie cessa de pleurer. Elle le regarda avec des yeux différents, les yeux de quelqu'un qui comprend que la partie est terminée. Les mois qui suivirent furent difficiles, mais Kofi les traversa avec une détermination froide. Il prit Maître Brou comme avocate, une femme redoutable qui connaissait son travail mieux que personne à Abidjan. Émilie essaya de négocier, de marchander, de faire traîner les choses en inventant des histoires. Elle dit à son propre avocat qu'Akosua avait décidé de partir toute seule, qu'il n'y avait pas eu de pression, que Kofi inventait. Mais Adjoa le chauffeur avait tout vu. Les voisins du quartier avaient tout vu. Et surtout, les gardiens de la résidence à qui Émilie avait donné des instructions pour bloquer Akosua pouvaient en témoigner. Maître Brou fit son travail proprement, et Émilie n'eut pas d'autre choix que d'accepter les conditions du divorce. Kofi paya ce qu'il devait, sans discuter, sans chercher à humilier. Il voulait juste que ce chapitre soit fermé proprement et définitivement, comme on referme une blessure après l'avoir bien nettoyée. Ce qui lui prit plus de temps ce fut de se remettre à croire. Pas en les autres. En lui-même. Il se reprocha longtemps de n'avoir pas vu ce qu'il aurait dû voir. Il se demanda comment il avait pu laisser quelqu'un manipuler ses émotions au point de regarder sa propre mère avec des yeux différents. Ces questions-là ne se répondent pas facilement et Kofi le savait. Il les porta en lui pendant des mois, tranquillement, sans en parler à personne sauf parfois à sa mère le soir dans sa petite cuisine. Akosua lui dit un jour, « Arrête de te juger mon fils. Les hommes bons sont les plus faciles à tromper parce qu'ils ne pensent pas que les autres peuvent être aussi calculateurs qu'ils le sont. Ta bonté n'est pas une faiblesse. Ne la perds pas à cause d'elle. » Kofi garda cette phrase-là. Elle l'aida à avancer. Il loua une belle maison calme pour sa mère, à 2 pas de chez lui, avec un petit jardin, des voisins discrets, une cuisinière et une aide ménagère choisie avec soin. Mama Akosua reprit des forces progressivement. Elle remangea bien, se promena dans le quartier, retrouva ses rires. Kofi venait la voir tous les soirs, souvent il mangeait chez elle, assis dans sa petite cuisine pendant qu'elle cuisinait, et ils parlaient comme avant, comme quand il était enfant et qu'ils n'avaient pas grand-chose mais qu'ils avaient tout. Le divorce fut prononcé 6 mois plus tard. Il ne chercha pas à rencontrer quelqu'un. Il avait décidé de prendre le temps, de ne plus se laisser aveugler par les apparences. Ses amis lui présentèrent des femmes à 2 reprises, lors de dîners arrangés discrètement. Il fut poli, agréable, mais il n'y avait rien. Son cœur n'était pas prêt et il le savait. Il préféra attendre plutôt que de se précipiter encore une fois vers quelque chose qui ressemblait au bonheur sans l'être vraiment. Ce fut lors d'une réunion avec des partenaires commerciaux venus du Ghana, qu'il vit Esha pour la première fois. Esha Ouedraogo était consultante en logistique, recrutée par l'équipe ghanéenne. Elle parlait aussi bien le français que le dioula. Kofi la remarqua dès le début de la réunion, non pas parce qu'elle cherchait à se faire remarquer, mais justement parce qu'elle ne cherchait pas. Elle parlait quand elle avait quelque chose à dire, elle écoutait vraiment quand les autres parlaient, elle prenait des notes à la main dans un carnet et quand elle donnait son avis elle le formulait avec une clarté qui força le respect de toute la salle. Elle était belle aussi, d'une beauté naturelle et sans effort. La peau sombre et lumineuse, les yeux vifs, les mains qui bougeaient quand elle parlait, un sourire vrai qui venait de quelque part à l'intérieur. Après la réunion, ils déjeunèrent ensemble avec toute l'équipe et se retrouvèrent assis face à face presque par hasard, ou peut-être pas tout à fait par hasard. Ils parlèrent de logistique, puis de marchés régionaux, puis de voyages, puis de famille, et le déjeuner dura 2 heures que ni l'un ni l'autre ne vit passer. Esha lui parla de sa famille avec une chaleur évidente. Elle parla de sa grand-mère avec des yeux qui brillaient vraiment. Elle dit, « J'ai été élevée par ma grand-mère, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis, je lui dois tout. » Ces femmes-là qui donnent tout sans rien demander en retour, elles méritent qu'on leur rende quelque chose de vrai. Kofi l'écouta et quelque chose en lui, doucement, s'ouvrit. Ils se revirent dans le cadre du projet commun, puis il l'invita à dîner, pas comme une réunion d'affaires, mais comme un vrai dîner. Elle accepta simplement, sans jouer la comédie de l'hésitation calculée. Ce dîner-là, sur la terrasse d'un restaurant en bord de lagune, fut l'un des plus beaux soirs de la vie de Kofi. Il put être lui-même, parler de ses vraies peurs, de sa mère, de son divorce, de ce qu'il avait traversé. Esha l'écouta sans le juger.
Puis elle dit quelque chose qu'il n'attendait pas. Elle dit, « Kofi, je dois être honnête avec toi. Ce que tu m'as raconté ce soir c'est beau et douloureux à la fois. Et je veux pas que tu vois en moi quelqu'un que tu construis pour remplacer ce que tu as perdu. J'ai peur de ça. J'ai peur d'être une réponse à une blessure plutôt qu'un vrai choix. » Kofi la regarda longuement. Et il comprit que cette femme l'a été différente de tout ce qu'il avait connu. Elle ne cherchait pas à le conquérir. Elle lui disait la vérité sur elle même avant même qu'il lui pose la question. Il dit, « Alors prenons le temps. Autant qu'il faudra. » Elle hocha la tête. Et ce pacte de lenteur et de vérité fut le fondement de tout ce qui suivit. Ils se virent régulièrement pendant 3 mois, sans se précipiter. Kofi découvrit qu'Esha avait ses propres cicatrices. Elle avait aimé quelqu'un avant lui, un homme qui lui avait fait croire qu'il était prêt pour une vraie vie avec elle, avant de choisir une autre. Elle portait encore cette prudence-là en elle, une prudence saine qui la rendait réelle, humaine, pas parfaite. Il y eut un soir où elle annula leur rendez-vous sans vraiment expliquer pourquoi. Kofi attendit. Il ne pressa pas. Le lendemain elle lui écrivit, « J'avais peur et je suis désolée. » Il répondit juste, « Je comprends, je suis là quand tu es prête. » Cet échange de 6 mots en dit plus long que bien des grandes déclarations. 2 mois après leur première soirée, Kofi décida d'inviter Esha à rencontrer sa mère. Pour lui c'était le test le plus important. Pas les diplômes, pas la beauté. Mama Akosua. Akosua prépara tout le matin. De l'attiéké avec du poisson braisé, de la sauce graine, des beignets pour finir. Elle s'habilla bien, mit son plus beau pagne, ses bijoux du dimanche. Quand Esha entra dans la maison, la première chose qu'elle fit fut de s'avancer vers Akosua, de prendre ses 2 mains dans les siennes, de s'incliner légèrement et de dire en dioula, « Je vous salue Mama, merci de m'accueillir dans votre maison. » Akosua resta immobile une seconde. Puis son visage s'ouvrit en un grand sourire. Elle dit, « Tu parles dioula toi ?» Esha rit et répondit, « Un peu seulement, ce que ma grand-mère m'a appris. » Le cœur de Mama Akosua fut conquis en une phrase. Le déjeuner dura 3 heures. Esha aida à dresser la table sans qu'on le lui demande. Elle mangea avec appétit et demanda la recette de la sauce graine, elle prit des notes sur son téléphone. Akosua rayonnait. Après le déjeuner elles s'assirent toutes les deux sur la petite terrasse. Kofi les observa de loin en faisant semblant de regarder son téléphone. Il les vit rire ensemble, d'un rire vrai, 2 femmes qui se reconnaissent et qui s'aiment déjà sans même bien se connaître encore. Quand Esha s'en alla ce soir-là, Akosua attendit que la voiture soit partie. Elle dit à son fils, « Celle-là c'est une vraie femme mon fils. Prends en soin. » Kofi sourit pour la première fois depuis très longtemps avec tout son visage, pas juste les lèvres. 1 an et 3 mois après leur première rencontre, Kofi fit la demande en mariage à Esha. Il le fit dans le petit salon de la maison de sa mère, avec Akosua assise dans son fauteuil comme témoin silencieuse et souriante. Il dit à Esha, « Je ne peux pas te promettre une vie parfaite. Mais je peux te promettre que tu ne seras jamais seule, que tu seras respectée, et que cette femme-là, il désigna sa mère, sera aussi ta mère à toi. » Esha prit la bague. Elle regarda Akosua. La vieille femme lui fit un petit signe de tête. Esha dit oui. Le mariage fut célébré dans la cour de la maison familiale à Anyama, avec les vrais gens, les voisins, les amis d'enfance, la famille élargie. De la vraie nourriture cuisinée par les femmes du quartier. De la vraie musique, du zouglou et du coupé décalé qui fit danser jusqu'aux vieilles. Mama Akosua dansa elle aussi ce soir-là malgré ses pieds fatigués, et tout le monde l'encouragea en tapant des mains. C'était le genre de bonheur simple et vrai que personne ne peut acheter. Maintenant, voilà ce qui se passe du côté d'Emily. Et c'est là que cette histoire prend un tournant que personne n'a vu venir. 3 mois après le mariage de Kofi et Esha, Emily tomba malade. Pas gravement au début, une fatigue persistante, des douleurs dans le dos, des nuits sans sommeil. Elle alla voir un médecin qui lui prescrivit des examens. Puis un autre médecin. Puis un spécialiste. Les résultats revinrent un vendredi matin. Emily était seule dans son appartement quand elle les lut. Elle avait besoin d'une opération chirurgicale, pas mortelle mais sérieuse, avec plusieurs semaines de récupération et quelqu'un pour l'assister à la maison. Elle prit son téléphone. Elle chercha qui appelait. Ses amies de Cocody, celles avec qui elle sortait avant, celles qu'elle recevait dans la villa de Kofi pour des soirées au champagne, étaient devenues distantes depuis le divorce. Certaines avaient pris le parti de Kofi. D'autres l'avaient simplement évité, comme on évite quelqu'un dont la chute pourrait être contagieuse. Une seule lui répondit mais dit qu'elle était débordée ce mois-là. Sa mère était au village en Boaké, trop âgée pour faire le voyage.
L'entrepreneur de Marcory qu'elle avait fréquenté après le divorce avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre depuis longtemps. Émilie resta longtemps son téléphone à la main dans le silence de son appartement. Le ventilateur tournait au plafond. Dehors, les voitures klaxonnaient sur le boulevard. La vie d'Abidjan continuait comme si de rien n'était. Et c'est dans ce silence-là qu'elle comprit ce qu'elle avait fait. Elle avait passé des années à construire une image et à détruire des liens. Elle avait chassé une vieille femme de sa propre maison. Elle avait menti à un homme bon, en le regardant dans les yeux, sans trembler. Elle avait cru que tout ça n'aurait pas de prix à payer. Le prix, c'était ça. Pas un tribunal. Pas une punition venue du ciel. Juste un appartement silencieux un vendredi matin, et personne à appeler. Elle pensa à Kofi. Elle pensa à Mama Akosua assise sur ce trottoir avec son sac plastique et ses pieds nus. Et pour la première fois depuis très longtemps, Émilie pleura. Pas les larmes calculées qu'elle avait essayé d'utiliser le soir où Kofi lui avait dit d'appeler son avocat. Des vraies larmes cette fois. Les larmes de quelqu'un qui comprend trop tard que ce qu'il a perdu ne reviendra plus jamais. Elle ne contacta pas Kofi. Elle avait encore assez de dignité pour ça. Elle appela une infirmière à domicile et elle traversa sa convalescence seule, dans un appartement silencieux, avec la télévision pour seule compagnie et ses propres pensées pour seul jugement. On dit qu'elle a quitté Abidjan quelques mois plus tard. Certains disent qu'elle est repartie en France. D'autres disent qu'elle est allée rejoindre sa famille à Bouaké. Personne ne sait vraiment. Abidjan est une ville qui avance vite et qui oublie encore plus vite ceux qui ont choisi la ruse plutôt que la vérité. Aujourd'hui Kofi, Esha et Mama Akosua forment quelque chose de rare dans cette ville qui va vite et qui oublie vite. Une famille où chacun prend soin de l'autre. Esha dépose souvent Akosua au marché le matin. Elles font leurs courses ensemble, elles rentrent avec des paniers trop lourds et des rires trop forts. Il leur arrive de se disputer sur le prix des tomates ou sur la bonne façon de couper le gombo, et leurs disputes ressemblent à des chansons. Kofi les entend parfois au téléphone quand il est en voyage et il sourit tout seul dans sa chambre d'hôtel. Il y a des dimanches où toute la famille se retrouve à Anyama, dans la cour de la maison d'enfance maintenant rénovée. Les cousins, les tantes, les voisins d'autrefois. Akosua cuisine au milieu de tout ce monde, elle donne des ordres, elle goûte, elle recommence. Esha est à côté d'elle, son tablier noué, attentive, et on les prendrait parfois pour une mère et sa fille d'aussi loin qu'on les voit. Kofi rentre le soir et trouve la maison vivante, chaude, habitée d'une façon que les murs ressentent et transmettent. Un soir, Kofi rentra d'un voyage et trouva Esha et sa mère en train de cuisiner ensemble dans la petite cuisine, Akosua qui expliquait et Esha qui répétait après elle, et les deux qui riaient d'une erreur dans la recette. Il resta à la porte sans qu'elle le voie et il regarda cette scène longtemps. Trop longtemps. Ses yeux devinrent humides. Il comprit ce soir-là que sa vie venait de recommencer. Mama Akosua n'a plus jamais froid. Elle n'a plus jamais faim. Elle n'a plus jamais peur. Ses pieds, ceux qui ont marché sur le bitume chaud d'Abidjan pendant 3 semaines, sont maintenant bien au chaud dans les belles savates qu'Esha lui a offertes le jour de son anniversaire. Et un jour, Kofi demanda à sa mère, « Maman, est-ce que tu es heureuse ?» Akosua le regarda avec ses yeux de vieille femme qui a traversé beaucoup de choses. Elle dit, « Mon fils, le bonheur ce n'est pas ce qu'on reçoit. C'est ce qu'on a eu le courage de ne pas trahir. » Kofi garda cette phrase-là en lui. Il la garde encore aujourd'hui. Et toi qui regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je te remercie d'être resté avec moi. Cette histoire de Kofi et de sa maman n'est pas juste une histoire inventée. Il y a des milliers d'Akosua dans nos villes africaines, des mamans qui ont tout donné et qu'on met de côté quand elles dérangent. Il y a des milliers d'Émilie qui confondent posséder et aimer. Et il y a des milliers d'Esha qui prouvent chaque jour qu'une vraie femme ne cherche pas à effacer, elle cherche à construire. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. Est-ce qu'Émilie méritait une deuxième chance? Est-ce que tu penses que Kofi aurait dû lui pardonner? Et la dernière phrase de Mama Akosua, elle t'a touché ou pas? Écris tout ce que tu penses en bas, je lis tous les commentaires sans exception. Et si tu n'as pas encore aimé cette vidéo, c'est le moment. Un petit pouce en l'air. C'est gratuit et ça m'aide vraiment à continuer à vous raconter ces histoires du cœur. À très bientôt pour une nouvelle histoire.